Dans la campagne anglaise du Shropshire, non loin de Birmingham, se trouve une ferme où le temps s'est arrêté à l'époque victorienne. Une expérience hors du commun va la faire revivre telle qu'elle était dans les années 1880. Rose Goodman, Alex Langlands et Peter Ginn ont accepté de vivre pendant une année entière comme des fermiers victoriens. Huit mois se sont déjà écoulés. Nos fermiers ont retapé la cour sous l'œil attentif du propriétaire du domaine, Thomas Acton. Comment vous trouvez la pierre? Elle est un peu penchée. Ils ont mis au monde des agneaux. Le voilà. Vas-y, sors-le. Et des porcelets. Il n'a pas l'air en forme. Regardez la différence de taille. Ils ont pris soin d'une vache en gestation. Voilà, c'est bien ma jolie. Et appris à conduire un cheval de trait. Je m'en sors? Très bien. Qui s'est soudain mis à boiter. C'est un coup dur. On a besoin qu'il soit en forme. L'été est enfin arrivé à la ferme victorienne. Mais l'heure est venue de faire les foins. Si tout se passe bien, on aura une grange pleine de foin pour nourrir vaches, moutons, chevaux. Sinon, ce sera une catastrophe pour la ferme. À la laiterie, c'est l'effervescence. C'est un travail de femme, c'est pas facile pour autant. À la bergerie aussi. Ils font des trous dans la peau. Alex se lance dans un nouveau projet risqué. Combien de temps avant qu'elle me pique? Les journées sont plus longues et laissent plus de place aux loisirs. Et nos fermiers découvrent comment les Victoriens s'amusaient. Il est fantastique ce train. Mais soudain, la météo se gâte. S'engage alors une course contre la montre pour rentrer le foin à temps. Le mois de mai est très important pour le troupeau de moutons Shropshire, une race très appréciée à l'époque victorienne. Les brebis qui ont donné naissance à 16 agneaux doivent maintenant être tondus. Alex et Peter ont recruté l'éleveur de moutons Richard Spencer et le tondeur professionnel Keith Sessions. Le premier objectif, c'est de faire sortir les moutons de l'abri et de les emmener dans la cour. Sam, Juno, Sam, On les fait rentrer. Allez, allez. Toutes les barrières sont fermées, Peter? il me semble. Ils s'échappent. Où? Ils sont sur la route. Les moutons ont trouvé le point faible dans la clôture et s'enfuient. Ils sont tous là-haut. La dernière fois, on en a perdu un en les déplaçant. Là, on a réussi à perdre les 26. Très vite, ils retrouvent 4 brebis et leurs petits. Mais ils ont bien du mal à les convaincre de rentrer à la ferme. Et voilà. Alex et Richard sont enfin parvenus à regrouper le reste du troupeau. Ils m'ont dit d'aller devant parce qu'ils les font remonter. Il est midi passé. Et les moutons ne sont toujours pas dans la cour. On n'avance pas du tout. Rien ne se passe jamais comme prévu. Allez, Myosotis. La vache de la ferme, Myosotis, a donné naissance à un petit veau.
Ruth est chargée de la traite quotidienne. Elle est tranquille, ce qui fait une grande différence. Hein, ma belle? T'es une gentille vache, hein? Hein, t'es gentille. Il faut établir une relation avec les vaches. C'est bien de leur parler, ça les calme. Elles vous reconnaissent à votre odeur, votre voix, votre apparence. J'avais hâte de faire ça. La production laitière, c'est tellement important dans les petites fermes anglaises. Dans les années 1870, une ferme agricole avait besoin de 20 hectares de terre pour s'en sortir. Alors qu'une petite ferme laitière du Shropshire n'avait besoin que de 2 hectares. On payait le loyer avec l'argent du fromage. Je vais donc surveiller le lait de Myosotis jour après jour, et quand il passera de ce beau lait épais et riche à un lait plus liquide, l'heure sera venue de commencer la production de fromage. Le troupeau de moutons a enfin été rassemblé. Ils arrivent. Merci beaucoup. Ah, vous voilà. L'avantage d'un autre malheur, c'est que les moutons seront tout transpirants. Moi aussi, remarque. Oui. Ce qui signifie que la laine aura monté. C'est-à-dire que le suin, qui est naturellement présent dans la toison, sera chaud et la tonte en sera facilitée. La toison aura tendance à s'enlever facilement. Ça demandera moins d'efforts. D'accord, donc Ce sera plus facile. les laisser s'enfuir et courir quelques kilomètres, c'était bien pour eux? Pas pour moi, mais pour eux, oui. De retour à la ferme, il est temps de se mettre au travail. Au début du 19e siècle, les moutons étaient tondus avec une tondeuse à main. Mais à partir des années 1870, des machines ont commencé à faire leur apparition. Bon, vous êtes prêts? Regardez à quelle vitesse ça va comparé à la tondeuse à main. Les machines étaient bien plus efficaces, mais elles avaient un inconvénient, surtout pour la personne qui les actionnait. Ça va? Ça va, faut se concentrer. C'est crevant. Il transpire. Voilà, elle est finie. Elle est finie. Ça en fait une. Plus que 10. Le fils de Keith a pris le relais à la manivelle. Et Peter est parti chercher un engin inventé par le propriétaire des lieux, Monsieur Acton. Ah ah! Un vélo. Monsieur Acton en avait assez de voir les gens se casser le dos sur cette vieille machine. Alors il a adapté le mécanisme sur ce vélo des années 1950. Joli pas de danse, Alex. Cette fois-ci, c'est Alex qui va tondre. Envoie le jus, Peter. Il y a plein de vibrations dans la selle. C'est comme un manège. C'est plus facile que la manuelle. Mais grouille-toi quand même. Un professionnel tond un mouton en 2 minutes. Alex est sur celui-là depuis 20 minutes. Le mouton risque de mourir de vieillesse, mais j'espère que non. C'était très difficile. On ne sait pas où s'arrête le mouton et où commence la toison. La tonte a révélé un grave problème. Vous voyez là? Ah oui, oui. La toison est infestée de vers. S'ils restent longtemps, ils font des trous dans la peau. Ah oui. Puis ils se mettent sous la peau, et quand il y en a vraiment beaucoup, si on appuie sur la peau, ils sortent par les trous. Dans quelques jours, ça aurait été pire. On l'a découvert à temps. Qu'est-ce qu'on doit faire? Comme on a tondu les brebis, ça devrait aller. Quant aux agneaux, quand ils seront plus âgés, au milieu de l'été, ils pourraient en avoir. Faudra surveiller. Ouais.
Magnifique! C'est ce qu'il nous fallait. À une tonte réussie. À une tonte réussie. Pardon. La récolte des foins est le plus gros travail du début de l'été. Nos fermiers faucheront le pré situé devant le manoir de Monsieur Acton. Je regarde de plus près ce qu'on a ici. On a un joli pâturin, du régras vivace, un beau vulpin, et toutes ces plantes constituent un excellent fourrage. En gros, faire les foins, c'est venir ici et couper les plantes au moment où elles fleurissent, où elles sont à maturité, si vous voulez, et où elles sont le plus sucrées aussi. On les laisse sécher dans le champ, puis on les ratisse, on les charge sur le chariot et on les emmène dans la grange. C'est une récolte essentielle, parce que ce foin servira à nourrir le bétail, les chevaux et les moutons pendant les longs mois d'hiver. Au début du 19e siècle, il fallait une armée d'ouvriers agricoles car les foins se faisaient manuellement. Mais à partir des années 1880, la récolte a commencé à se mécaniser. J'espère que tu ne m'en veux pas de t'enrôler. Pas du tout. Mais je pense qu'il faut être deux. Pour en savoir plus sur les dernières technologies, Alex a consulté la Bible des fermiers, le livre de la ferme publié en 1888. Peter et Alex ont l'intention d'utiliser le plus possible de machines dernier cri, s'ils arrivent à les faire fonctionner. Voilà un râteau faneur. Il bouge un peu. Mais il doit être là depuis longtemps. Une autre de ces machines fantastiques que M. Acton collectionne. Il y en a plein. Oui, c'est épatant. Et c'est tiré par un cheval, ce qui nous fera gagner du temps. Ouais. Reste à le dégager. Alors commençons à couper toutes ces ronces. Tu as déjà ton gant. J'ai le droit, toi le gauche. J'ai la serpe. Non, moi j'ai le droit, toi le gauche. Oui, c'était pour voir si tu suivais. C'est bien d'avoir une bête de somme. C'est toujours Peter qui soulève, qui pousse. Ça te plaît, hein? Tu t'assois là? C'est léger? Ouais. C'est l'outil le plus léger qu'on ait. Ça deviendra lourd, je pense, quand on aura abaissé le râteau. Alors si je m'assois là-haut... Prends les gants. Je vais les poser par terre. Si je m'assois là... Attention, ça doit faire mal. Oui, c'est assez pointu. C'est humide. Très bien, tu fais le cheval. Ouais. Ouais. Je fais le fermier. Encore une merveille de la technologie victorienne. On avance. Je tire sur ce levier. Et il veut pas. Et vers l'avant. Pousse-le à fond. Je ne peux pas. C'est grippé. Dévisse le papillon. D'accord, c'était ça le problème. Fais glisser ça. Et hop, le râteau descend. Il est en place. Donc je ratisse le sol. Le foin dans le râteau. Je ramasse le foin, ça devient très lourd. C'est plein. Je m'aligne sur mon andin, je soulève le râteau et je libère le foin. Et on tourne. Je rabaisse le râteau. Ouais. Génial. Wow! Tout doux, tout doux. C'est bien. Avant le dur labeur des foins, Peter met à profit le temps libre qui lui reste. Maintenant que l'été est là, bien sûr, on a envie de jouer au cricket. Mais pour cela, il faut une batte. J'ai trouvé ce catalogue Gray & Sons. C'est une maison victorienne qui fabrique toujours des battes de cricket. La fabrication de battes faisait vivre pas mal de monde à la campagne. En revanche, moi je ne sais pas comment on fabrique une batte. Donc je vais aller voir ça à l'usine. Gray & Sons est l'ancêtre de la célèbre société Gray Nichols, dont les battes sont utilisées dans le monde entier. Le règlement du cricket impose que les battes soient en bois et depuis des centaines d'années, les fabricants utilisent le saule.
Gray Nichols fait pousser ses propres arbres. L'artisan Alex Unkirk est fier des racines victoriennes de l'entreprise. Elle date de quand? De 1875. Vous allez la reproduire? Oui, je vais essayer de faire ça. Elle est très différente de ce qui se fait aujourd'hui. Ça se voit à la quantité de bois qu'il y a dans la batte. C'est fait à la machine? Non, entièrement à la main. On fabrique tout à vue. Ah, d'accord. Bon, je vais vous refaire cette batte. La batte de cricket a évolué au cours du 19e siècle. Avant cela, les battes étaient fabriquées à partir d'une seule pièce de bois, ce qui signifiait qu'elles se brisaient facilement et qu'elles étaient très difficiles à réparer. Les fabricants ont donc eu l'idée de créer une batte en 2 parties et d'emboîter le manche dans le plat. De cette façon, la batte est plus flexible et ça vous donne plus de force et plus de possibilités pour vos frappes. On sent mieux les coups avec une batte de ce type. Mais les innovations ne se sont pas arrêtées là. Le célèbre joueur de cricket victorien W.G. Grace a développé une nouvelle technique de frappe qui, à son tour, a entraîné des modifications sur la batte qui perdurent aujourd'hui encore. Et le renflement à l'arrière, il a été introduit quand? Il a commencé à apparaître vers 1860-1870. C'est quelque chose qui est né sous l'impulsion de grands batteurs de l'époque, comme W.G. Grace. Au départ, les joueurs aimaient tout simplement renvoyer la balle avec des frappes peu puissantes en variant la vitesse, alors que des joueurs comme Grace ont révolutionné le jeu en frappant fort. Le renflement sert à augmenter la quantité de bois et à obtenir une surface de frappe plus solide et plus dure. Un dernier coup d'œil. Elles font à peu près le même poids, je crois que c'est bon. Formidable, merci. J'espère qu'elle vous conviendra. Bon match. Pendant ce temps, à Henley Cottage, Ruth s'adonne à son passe-temps préféré. Le jardinage est un loisir qui devient très populaire à l'époque victorienne. Je me fabrique un pesticide. C'est très simple à faire. C'est pour tuer les mouches acides et groseilliers. Je mets des feuilles du sureau dans un seau où j'ai mis de l'eau bouillante. Je vais ajouter du savon. Je mélange le tout et voilà, c'est fini. C'est bien chaud. Allez les mouches acides. Fichez le camp. Le petit jardin de Ruth n'est pas le seul sur le domaine. Monsieur Acton a un jardin clos tout à fait spectaculaire qui a besoin d'un entretien constant et il a demandé à Peter et Alex de lui prêter main forte. Et une occasion en or s'est présentée à Alex. Il y a un essaim d'abeilles dans le mur. C'est l'occasion rêvée de me lancer dans l'apiculture. C'est vraiment quelque chose qui m'attire. Pour un fermier victorien, c'est l'activité secondaire idéale. Je ne devrais pas avoir besoin de gants, mais par précaution, je ferme mes manches avec de la ficelle pour les empêcher de s'y glisser. Je ne vais pas faire ça tout seul. Je vais attendre l'arrivée d'un apiculteur du coin pour qu'il m'aide à capturer cet essaim pour notre ruche victorienne. Merci d'être venu, Brian. Je vous en prie. Brian Goodwin est le président de l'association des apiculteurs du Shropshire. Il est là depuis un moment. Bel essaim. On va capturer ces abeilles et les mettre dans notre ruche. Absolument. Leur nouvelle maison. Combien de temps avant qu'elle me pique? Vous ne sentirez plus rien à la 4e piqûre. Ça va aller. D'accord. Brian va capturer l'essaim comme cela se faisait autrefois avec une ruche de paille. On y élevait les abeilles il y a bien des années. C'est la méthode ancienne pour élever les abeilles. Ça rappelle Winnie l'ourson. Exactement. Les abeilles sont agglutinées sur cette branche. Et il faut les mettre dans ce panier. Pour cela, il suffit d'utiliser une brosse toute simple. Il n'y a aucun problème. Ça ne va pas les contrarier? 30 ou 40 000 vont se mettre à voler autour de vous, mais n'ayez pas peur. Il faut commencer par secouer. D'accord. Voilà. J'ai peur qu'elle remonte le long de
Elles ne vous feront pas mal. Elles sont dociles. Ce sont des abeilles italiennes. Italiennes. Ce ne sont pas de bonnes vieilles abeilles britanniques. Elles ont été importées à l'époque victorienne? Oui. Elles ont été importées de Slovénie et du nord de l'Italie. Et des milliers de reines naissent chaque année. Nous les avons importées parce que nous croyions à tort qu'elles étaient meilleures que les nôtres. Les voilà, elles sont dans le panier. Les ruches de paille avaient un gros défaut. L'essaim formant son rayon à l'intérieur du panier, pour récupérer le miel, de nombreux apiculteurs tuaient les abeilles. Fort heureusement pour Alex, au 19e siècle, un nouveau type de ruche a changé tout cela. Je les reprends et je les dépose sur cette pente. Et elles vont toutes commencer à grimper. Elles ont naturellement tendance à se réfugier dans un lieu fermé et sombre où elles peuvent reconstituer la colonie. C'est ce qu'elles font. La ruche moderne a été créée en 1851 par l'Américain Lorenzo Langstroth, à partir d'une observation étonnante. Il a vu que les abeilles espaçaient toujours leur rayon de 8 mm. 8 mm. Ces 8 mm ont été baptisés l'espace abeille, et c'est la reproduction de cet espace qui est à la base de l'invention de Langstroth. Si je soulève ce cadre qu'on a mis dans la ruche, vous allez voir que si je le déplace d'un côté à l'autre, avec l'espace de 8 mm, les abeilles peuvent continuer à travailler. Et on peut sortir le rayon et très facilement l'examiner. Les abeilles sont très contentes. Elles s'accrochent au rayon, elles continuent de vaquer à leurs occupations. Et l'apiculteur peut retourner le rayon et observer ce qu'elles font. Il peut les examiner. Exactement. Et pour la première fois, l'apiculteur devient vraiment éleveur. Il peut avoir une influence sur ce qui se passe dans la ruche et modifier le comportement des abeilles, modifier ce qui se passe. Et ça a révolutionné l'apiculture. Je vois. Formidable. C'est bien. C'est le jour du match de cricket. Acton Scott, l'équipe de la ferme, joue contre un village voisin. On va essayer notre nouvelle batte. J'ai hâte. On l'a martelée, huilée, elle est prête. Elle est presque aussi belle que nous. Oui. Encore! Belle batte, Peter. Elle est super. Je ne m'intéresse pas au sport. Je suis là pour manger les sandwichs et me reposer. On est nombreux. J'espérais que d'autres apporteraient à manger, mais bon, ça va disparaître en 10 secondes. Je vais pas rester là longtemps. Une balle. Oh! J'ai craqué mon pantalon. J'ai déchiré ce pantalon hyper serré. J'ai un trou dans mon slip en plus. Tant mieux. J'ai envie d'y retourner. Ah oui? Oui, avec un autre pantalon, j'aurais pu rester plus longtemps. Si on était au début du 19e siècle, on se livrerait à des sports plus sanglants, comme la boxe à main nue ou les combats de coqs. Mais vers la fin du 19e, les propriétaires terriens faisaient en sorte que les ouvriers agricoles et les paroissiens pratiquent des sports plus nobles. Et le cricket était idéal pour souder la communauté. C'était un sport recommandé pour les classes ouvrières. En ce début du mois de juin, nos fermiers sont en plein préparatif pour la récolte des foins. Voilà la faucheuse. Comment ça marche? Le foin va là. Il manque une lame. Elle n'est pas en bon état. Les moutons apprécient de ne plus avoir toute leur laine sur le dos. Myosotis et son petit vont bien. Et depuis 2 semaines, les abeilles s'agitent dans la ruche.
Il est temps que j'ouvre la ruche et que je regarde comment ça se passe. Regardez. C'est merveilleux. Elle déborde. D'ailleurs, je me demande si ça ne devrait pas me préoccuper. Parce que le risque, c'est qu'une fois qu'elles auront rempli cette ruche, elles vont se dire « On n'a plus de place, il faut essaimer, trouver un autre endroit. » Et je ne veux pas de ça. Pour construire une nouvelle colonie, les abeilles doivent d'abord créer une nouvelle reine. Je pense qu'il faut que je m'assure qu'elles ne sont pas en train de fabriquer une alvéole pour une reine. Voyons voir. On voit les larves. Bingo. Voilà exactement ce que je ne veux pas. Ça, c'est l'alvéole d'une reine. Je crois que je suis arrivé à temps. Mon travail consiste à arracher ça. On n'était pas loin d'avoir une reine. Je vais mettre une deuxième ruche avec d'autres cadres vides. Je remets ça. Une minute, les gars. J'ai une abeille sur mes bijoux de famille. Je ne veux pas qu'elles aillent par là. Bien. Je crois que j'ai pris les mesures nécessaires pour qu'elles n'essaiment pas. Je referme. On va bientôt pouvoir extraire le miel. Les porcelets ont grandi et il est grand temps de les sevrer de leur mère. Pour l'instant, ils ne se nourrissent que du lait de princesse. Il faut donc les sevrer, ce qui se fait progressivement. Dans le livre de la ferme, il y a une auge circulaire. Et on en a une très similaire. En gros, il y a plusieurs compartiments. Et quand les porcelets se nourrissent, chacun a le sien. Ce qui, j'imagine, reproduit les tétines. Chacun a la sienne quand ils boivent le lait de princesse. Bon, je vais essayer de les faire sortir sans que princesse s'échappe. Plus facile à dire qu'à faire. Oh, j'ai fait l'inverse. Je vais la nourrir ici. Elle irait partout pour manger. Voilà. À première vue, certains n'ont pas tout compris. Élever ces cochons nous a demandé beaucoup de travail, mais c'était vraiment amusant et je suis très fier, surtout de ceux qui sont en train de manger dans l'auge, beaucoup moins de ceux qui ont la tête dans un seau. Mais c'était super. De tous les animaux de la ferme, ce sont les cochons qui me manqueront le plus. Ce sera un déchirement. Une fois qu'ils seront sevrés, on en gardera certains, on en tuera d'autres. Mais chut, ne leur dites pas. C'est dur. Très dur. J'ai un boulot vraiment dégoûtant à faire. J'ai l'estomac d'un veau, un mâle, que m'a donné le voisin, et je dois le nettoyer et faire de la présure, cet ingrédient magique qui transforme le lait en fromage. Dans un troupeau de vaches laitières, les veaux mâles ne sont pas très utiles. Donc à cette époque de l'année, on en tue beaucoup. On mange la viande, bien sûr, qui est délicieuse, et on utilise les estomacs pour faire du fromage. L'estomac de veau a 4 compartiments
Et Rousse doit trouver le quatrième, la caillette, qui sécrète la présure. La présure, ce sont les sucs gastriques, les enzymes qui, chez le jeune mammifère, et ils existent chez tous les mammifères, y compris l'homme, séparent la partie solide du lait de la mère de la partie liquide. Pour faire du fromage, il faut absolument de la présure, car elle sépare le lait caillé du petit lait. Rousse doit rincer l'estomac et le recouvrir de sel pour le conserver. Le veau doit être très jeune. Il ne doit pas avoir été sevré. Une fois que le veau a été sevré et qu'il mange des aliments solides, la nature des enzymes digestives change et elles ne sont plus aussi efficaces. L'estomac sera gardé dans une bassine d'eau. D'ici quelques semaines, la présure aura suinté et pourra être utilisée. Dans le pré, les herbes poussent bien, mais avant de pouvoir les récolter, il reste un problème à régler. Clumper, le cheval de trait de la ferme, boite toujours. Et comme presque toutes leurs machines doivent être tirées par un cheval, nos fermiers sont très inquiets. Alex a demandé conseil à un vétérinaire, et pour mettre toutes les chances de son côté, il va essayer un remède traditionnel fait maison. Je vais faire un baume pour le sabot de Clumper, un baume de consoude. Ça, c'est la racine d'une consoude. Je l'écrase bien. L'avantage de cette plante, c'est qu'elle contient de l'allantoïne, qui, semble-t-il, favorise la régénération des cellules. Je vais donc enduire sa blessure de ce baume, et elle devrait guérir beaucoup plus vite. Alex commence par faire chauffer la racine écrasée dans du suif. Voyons voir. C'est très chaud. Regardez. Je crois que ça a fonctionné. Je vais filtrer ça. Ça, c'est donc la base. Il ne me reste plus qu'à ajouter l'ingrédient magique, de la cire d'abeille de notre ruche. Je remets ça sur le poêle. Une fois qu'elle aura été appliquée sur la zone à traiter, la cire adhérera et maintiendra en place le suif contenant les précieux ingrédients. Bien, ça a fondu. Ça sent bon, mais je pense que Clumper s'en fiche. Tout est bien mélangé. Je prends un pot. Je vais le poser sur la pierre froide du garde-manger pour que ça refroidisse. Et ensuite, j'en mettrai sur le sabot de Clumper. C'est l'anniversaire d'Alex aujourd'hui. Je vais faire un gâteau. On ne faisait pas de grandes fêtes d'anniversaire à l'époque victorienne. Néanmoins, il semblerait que les fermiers faisaient des gâteaux pour les anniversaires. Je vais donc faire un 4 quarts. En gros, 1 livre de chaque ingrédient. D'abord le beurre, puis le sucre, 500 grammes, puis 500 grammes d'œufs et 500 grammes de farine. 500 grammes de raisins secs et pour donner du goût, un peu d'épices. Dans le jardin, bien que ce soit son anniversaire, Alex est très occupé. Monsieur Acton a demandé aux garçons de protéger le carré de framboisier. Ils ont construit la structure, il leur faut maintenant la recouvrir d'un treillis métallique. Tu défies les lois de la physique, là, Peter. Quand tu auras fini de glousser, on pourra peut-être s'y mettre. Le treillis métallique est apparu en 1844 lorsque Charles Barnard, quincaillier de son état, a inventé une machine pour le fabriquer. Barnard, qui était fils de fermier, savait qu'il y aurait une forte demande pour un produit capable de protéger les animaux et les plantes des prédateurs. Tu penses que je laisse ce qui dépasse devant? Oui. Mais là, on ne pourra pas ouvrir la porte. Ah, je savais que tu allais le voir. On pourra toujours l'ouvrir. En coupant autour? Non, t'as raison. Mais c'était une bonne idée, Peter.
Alors, ça avance? Pas mal. Ouais, merci. Ça va? Oui. Oh là là, ça prend du temps. Oui, c'est pas facile. Il est temps d'arrêter. Comme c'est ton anniversaire, j'ai fait un gâteau. Super. Bénard, tu fais pas tes 45 ans. Bien sûr, on ne peut pas te chanter joyeux anniversaire, ni te le dire. C'est un concept américain qui n'arrivera que bien plus tard. Cet air de circonstance vient d'une chanson intitulée Good Morning to All, écrite aux États-Unis dans les années 1890. Les paroles Happy Birthday n'ont été publiées dans un recueil qu'en 1924. J'ai un cadeau. Je l'ai emballé. C'est quoi? Le ruban, c'est pour frimer. Tant mieux. Tu sais ce que c'est? Le rucher. Ou les abeilles, les ruches et l'apiculture. Merci beaucoup. Plus d'excuses. On veut du miel et de la cire en grande quantité. Maintenant que t'as un an de plus, t'es plus sage. En tout cas, j'en connais un rayon sur les abeilles. Si on ne peut pas dire joyeux anniversaire, on peut dire meilleurs vœux. Ouais, Un an de plus. bravo d'avoir vécu si longtemps. Merci pour le livre et le gâteau. C'est super. Nous sommes à la mi-juin. Les petits de Princess sont maintenant complètement sevrés. Bonjour mes jolis. Myosotis donne toujours beaucoup de lait. Allez, petits gourmands. Allez. Et tout le monde croise les doigts pour que le baume soigne le sabot de Clumper. Non. Ne bouge pas. Tous les regards sont maintenant tournés vers le champ de graminées planté par Alex et vers le ciel. Il pleut à verse depuis plusieurs jours. Fort heureusement, une éclaircie permet enfin à Peter et à Alex d'évaluer les dégâts. Si tu enfonces ton doigt là, C'est humide. c'est humide. La terre est humide. L'herbe ne peut pas être coupée lorsqu'il pleut, mais nos fermiers ne pourront pas différer longtemps. À chaque jour qui passe, la valeur nutritive des plantes diminue. Si le temps ne s'améliore pas rapidement pour permettre la récolte, les animaux ne pourront pas tirer grand profit du foin. C'est terrible. Vraiment. Oui. Espérons qu'on aura quelques journées de soleil dans les 2 semaines à venir. Bon. On met le lait? Oui. À la laiterie, Rousse a également du pain sur la planche. Elle est secondée par sa fille Catherine. Nous allons faire notre premier fromage. Ça, c'est notre cuve. C'est une grande caisse qu'on remplit de lait. On doit le porter à 85 degrés, c'est ça? 85 degrés. 85 degrés, c'est-à-dire 30 degrés Celsius. Voilà la méthode d'autrefois pour réchauffer le lait, pour le porter à une certaine température. De sorte que quand on ajoute la présure, la magie opère. Si le lait est trop froid, on peut ajouter toute la présure qu'on veut, il ne se passera rien. Ça restera du lait. Si on porte le lait à la bonne température, quand on ajoutera la présure, la partie solide du lait, le lait caillé qui sert à faire du fromage, se séparera du petit lait qu'on donnera au cochon. Dès que l'eau refroidit dans les pots, on retire le pot, on le remplit d'eau bouillante et on le remet. Une fois le lait à 30 degrés, la présure est ajoutée et le lait caillé commence à se séparer du petit lait. Il faut maintenant qu'on coupe le caillé en petits cubes, ce qui facilite l'évacuation du petit lait. Autrefois, on aurait fait ça à la main. On aurait plongé la main dedans avec les doigts écartés et creusé des sillons lentement. Mais à l'époque victorienne, on pouvait acheter ce formidable tranche caillé. Tu veux celui-là? On le passe tout doucement. Le lait caillé est très fragile à ce stade-là. Voilà.
Ça sent mauvais. Pardon, mais c'est horrible. Ça sent le vomi de bébé. C'est atroce. C'en est? C'est du vomi de veau. C'est vrai, c'est du lait et les sucs gastriques d'un veau. En gros, c'est comme si c'était du vomi de veau. C'est horrible. Ce serait pareil. Ruth fait du cheddar et c'est maintenant que la fabrication du fromage commence. Le petit lait est égoutté, chauffé et replongé dans la cuve où il chauffe le caillé qui se solidifie. Il devrait rester ferme. Ouais, et tu as vu? Le caillé forme alors des blocs. En le retournant, on le presse légèrement, simplement en utilisant le poids du caillé pour faire sortir le petit lait. Si on ne faisait pas ça, on obtiendrait un fromage qu'il faudrait consommer dans le mois. Mais de cette manière, le cheddar durera 6, 8, 9 mois et sera toujours bon. Merci d'être venu, Brian. Alex a fait appel à l'apiculteur Brian Goodwin pour qu'il l'aide une dernière fois. Je ne me sentais pas capable de le faire tout seul. Ça, c'est de la cire toute fraîche. Et si je gratte un peu avec cet outil, on voit qu'il y a du miel dessus. On est venu pour ça. Oui, on est venu pour ça. Avant d'extraire le miel, il faut tout d'abord déloger les abeilles du rayon. Il y a beaucoup d'abeilles sur ce rayon. Elles sont très calmes pour le moment, mais quand je vais les secouer pour les faire tomber dans la caisse, elles vont s'agiter. C'est là qu'il faut faire attention. Elles n'aiment pas ça. On retourne au cottage où on a deux types d'extracteurs. Ça va être intéressant. Bien. Pour commencer, il faut retirer la cire. C'est ce qu'on appelle la désoperculation. Quand on fait ça, ça part assez facilement. C'est un couteau traditionnel? Oui, un couteau à désoperculer Bingham qui se fabriquait dans les années 1880-1890. Place maintenant à l'extracteur. On pose le cadre à l'intérieur contre le grillage qui le tient lorsque l'extracteur tourne à toute vitesse. C'est parti. Plus on tourne vite, plus le miel sort vite grâce à la force centrifuge. Mais plus on risque de déraper. Oui. Voilà, j'ai pris le coup. L'idée d'utiliser la force centrifuge pour extraire le miel est celle d'un commandant italien, Francesco De Rusca. Il faut une grande concentration. L'idée lui serait venue en 1865 alors qu'il regardait son fils jouer avec un panier contenant des rayons de miel. Le garçon faisait tournoyer le panier dans les airs et son père a remarqué que quelques gouttes de miel en sortaient. Regardez. Je vais retirer le cadre et vous allez voir le miel qui a été projeté sur les parois de l'extracteur. On constate que cet extracteur n'est pas très efficace. L'idée d'utiliser la force centrifuge ayant fait ses preuves, des extracteurs plus performants sont très vite apparus sur le marché. Ça, c'est une grande innovation parce qu'on peut loger 4 cadres dans cet extracteur. D'accord. Le secret, c'est de bien coincer l'extracteur entre vos genoux pour qu'il ne soit pas déséquilibré. Et il faut bien le tenir pendant l'extraction. Il faut tourner assez vite. Et vous voyez tout de suite, si vous regardez, que le miel est en train de sortir. Oui, regardez. C'est épatant. Gamin, je m'asseyais dans la cuisine avec mon père. C'est vrai? Il désoperculait les rayons et moi je tournais la manivelle comme un fou. C'était mon travail. Bien. Le moment de vérité. Le liquide doré s'écoule. Regardez ça. C'est un rêve devenu réalité pour moi. Ah oui? De voir ça. Je le repose, refermez la vanne. Et voilà. C'est épatant. Un bloc à la fois. La technologie victorienne est également bien utile à la laiterie.
Ce moulin à cailler a été fabriqué par un inventeur de la région, Thomas Corbett, qui en a vendu dans le monde entier. Maintenant qu'on a réussi à en faire des blocs, voilà qu'on le mouline pour l'émietter. Oui, c'est bizarre. En réalité, le compactage sert à développer les saveurs, la texture, mais on ne peut pas y ajouter de sel ou le répartir uniformément dans une presse s'il est en gros blocs. La laiterie, c'est un travail de femme. C'est pas facile pour autant. Non. Après avoir salé le caillé et l'avoir mis dans un moule, il est maintenant temps d'utiliser le dernier appareil, la presse à fromage. C'est une presse de ferme très classique. On en voit des centaines et des centaines. Elles ont été fabriquées en grand nombre. Et un grand nombre ont survécu parce qu'elles sont très solides et très efficaces. La jauge est très utile. On va presser juste assez pour que le petit lait sorte. Voilà, ça devrait couler. Oui. Ça coule? À peine. Au cours des 3 prochains jours, la pression sera augmentée progressivement jusqu'à ce que le petit lait ait été pratiquement éliminé. La pluie n'a pas cessé et l'herbe ne peut toujours pas être coupée. À chaque jour qui passe, les graminées perdent de leur valeur nutritive. Pour se remonter le moral, nos fermiers goûtent leur première production de miel. Absolument étonnant. Il est délicieux. Que de saveur. Brian dit qu'il n'y a pas de meilleur miel que celui qu'on extrait pour la première fois. Et je suis assez d'accord. En attendant que la pluie s'arrête, Peter fait des provisions. Je fais de la bière au gingembre pour la fête des foins. C'est un livre que Ruth m'a prêté. Il y a une super recette de bière au gingembre. Sucre blanc, citron, jus de citron, miel, gingembre, eau. En gros, il suffit de faire bouillir le tout, de mélanger, d'ajouter de la levure et de laisser reposer. C'est très simple. C'est une chance parce que je n'ai jamais fait ça. Ça tombe. Voilà du gingembre écrasé. C'est le miel d'Alex. Ça devrait lui donner un bon goût. Je ne sais pas suivre les instructions à la lettre. Elle rappe très bien. Faut pas que mes doigts finissent comme le livre. La levure, c'est de la levure de brasseur. Je vais laisser reposer quelques jours pour laisser agir la levure. Et ça commencera à mousser. Je croise les doigts. On verra. La ginger beer sera prête dans une dizaine de jours. Mais les nuages refusent de se dissiper. On a un beau soleil là. Et du vent aussi. Donc on aurait pu commencer à faire les foins. Seulement je regarde la formation des nuages et ça commence à se transformer en un ciel pommelé. Et si l'on en croit les anciens, lorsque le ciel est pommelé, les éclaircies ne durent jamais très longtemps. Et ce n'est pas bon pour faire les foins. Je crois qu'il va encore falloir attendre une semaine ou deux. C'est la nuit de la Saint-Jean. Une nuit qui, dans le folklore des campagnes victoriennes, occupait une place très importante. Ces soirs-là, dans les années 1880, les jeunes femmes qui travaillaient dans les fermes avaient recours à toutes sortes de rituels folkloriques pour deviner quel homme elles allaient épouser, qui serait l'heureux élu. Un grand nombre de ces rituels étaient pratiqués dans des cimetières la nuit. Catherine a décidé de tenter sa chance. Il y a plein de ronces, ça fait mal.
Tu y vois? Oui. Elle doit semer des graines de chanvre. Je dois dire quoi déjà? Du chanvre, je vais semer. Du chanvre va pousser. Que celui qui veut m'épouser vienne le faucher. C'est bon. D'accord? T'es prête? Prête, vas-y. Du chanvre, je vais semer. Du chanvre va pousser. Que celui qui veut m'épouser vienne le faucher. Voilà. Et maintenant? Il doit apparaître. Comme un fantôme. T'en vois un? Je crois que ça n'a pas marché. À qui tu pensais? À personne. Vraiment? Vraiment, personne. Personne? Personne. Vraiment personne? Rien en vue? Non, non, rien du tout. Tu vas en rêver? Il pourrait apparaître en rêve. Alors ça, rien que d'y penser, ça me donne la chair de poule. À la laiterie, le pressurage du fromage est terminé. Le temps étant toujours instable, nos fermiers en profitent pour partir à la découverte du dernier maillon technologique de l'industrie laitière victorienne. Oh, il est magnifique. Ça, c'est l'avenir, Rose. Oui, c'est l'avenir, c'est sûr. À partir des années 1840, les chemins de fer ont ouvert un nouveau marché à l'industrie laitière. Désormais, les fermiers pouvaient envoyer du lait frais en grande quantité de la campagne jusqu'à la ville. Magnifique. Oh, et les wagons, regardez. Regardez ça. Et c'est là qu'on met notre lait. D'accord. Pour mieux comprendre cette avancée capitale, nos fermiers empruntent les chemins de fer Talliflin au Pays de Galles, l'une des rares lignes à avoir été conservée telle qu'elle était au XIXe siècle. C'est bon? On monte? Oui, allez. Ah, je suis impatiente. On se voit à la prochaine gare. Drapeau vert. On y va. Alex voyage aux côtés de l'un des conducteurs de la ligne, Phil Higginson. Quelle belle façon de voyager. Les locomotives et le matériel roulant sont d'origine. On est dans un train de l'époque. C'est comme si on était en 1860. Tout à fait. Ces locomotives roulent sur cette petite ligne depuis 1865. Imaginez dans les années 1860 quand elles étaient à la pointe du progrès. C'était un peu comme nous quand on a eu l'Internet au débit. Il est fantastique ce train. Ouais. Ça a très vite évolué. À l'époque de la reine Victoria, en 1830, le record mondial de vitesse pour un train à vapeur était de 50 km/h. En 1895, il était de 145. Le réseau était beaucoup plus dense qu'aujourd'hui. Il y avait 4 fois plus de gares en 1880 qu'il y en a au XXIe siècle. Ça a révolutionné l'industrie laitière. Tu pouvais apporter toute ta production de lait en ville, alors qu'avant, le lait aurait tourné bien avant que tu arrives. Alors que là, tu apportes tes bidons à une gare. Et ils s'en vont. Oui, très vite. Le lait arrive en parfait état et il est vendu tout de suite. Si les petites secousses n'en font pas du beurre. C'était génial, non? C'était fantastique. Ah, voilà Alex. Au revoir, merci beaucoup. Merci 1000 fois. Je vous en prie. À la ferme, la météo a empiré et c'est mal parti pour faire les foins. De nouvelles herbes sont en train de pousser et forment une couche épaisse que les machines victoriennes auront du mal à couper. Profitant d'une éclaircie, Peter et Alex ont décidé que c'était leur dernière chance de faire les foins. Ils ont fait appel à Brian Davis, un fermier de la région. Ça coupe pas, hein? Non. C'est trop épais. On réessaie, Brian? Allez.
Ça me fait de la peine pour Alex. Il était tellement partant. Il a tellement bossé et ça ne marche pas. C'est tellement épais et tellement mouillé. C'est vraiment trempé. Regardez, Peter les sort. Il les sort. Pour obtenir du foin, il faut pouvoir faire sécher l'herbe dans le champ. Mais cette herbe est tellement mouillée qu'elle risque de pourrir. On dirait un tapis. C'est trempé. Pour un fermier victorien, une telle situation était catastrophique. Car sans une bonne récolte de foin, il n'avait rien pour nourrir ses animaux pendant l'hiver. Peter et Alex refusent de baisser les bras. Il faut réessayer, Brian. En arrière! En arrière! Mais ils doivent finalement capituler. On a dû renoncer. C'est trop épais, c'est trop mouillé. Et on ne peut rien faire. En pareille situation, le fermier victorien était obligé d'acheter du foin. Pour cela, il lui fallait impérativement trouver une source de revenus. C'est pourquoi la récolte de blé est désormais vitale. Reste à espérer que la moisson prévue dans quelques semaines sera exceptionnelle. Saleté de pluie. De la pluie, de la pluie, de la pluie. N'abîme pas le blé. Oui, les nuages s'amoncellent. Après la pluie, le beau temps. Il n'y a plus qu'à attendre. Du moment que ta bière de gingembre est bonne. Coucou, Rose. Oh là là, déjà de retour? Oui, Et là, ça ne se fera pas. oui, hélas, ça ne se fera pas. Ni aujourd'hui, ni jamais, sans doute. Vraiment? Pas cette année, en tout cas. C'est trop mouillé, Trop épais. trop épais. Quel dommage. Ouais, c'est dommage. J'attendais ça avec impatience. Il nous reste ta bière de gingembre. On la goûte? Elle a l'air bonne. À une bonne moisson. À une bonne moisson. C'est bon. C'est pas mauvais, hein? C'est délicieux. C'est vrai. Je n'aime pas la bière de gingembre, mais celle-là est bonne. Ça, c'est réussi. C'est déjà ça. Qu'est-ce qu'on va faire si ça se passe mal avec le blé? Ça se passera bien. Mais on fera tout pour. Oui, il le faut. La prochaine fois, dans la ferme victorienne, le projet d'un an touche bientôt à sa fin. Mais tout d'abord, nos fermiers devront relever leur plus grand défi à ce jour, moissonner le blé. Ils auront des réparations urgentes à faire. On arrose. Ouais. Ils utiliseront des machines à la pointe du progrès victorien. Ouais. Oh non. Oh non, Mais surtout, il faudra qu'il fasse beau. Sinon, ils auront travaillé pendant un an pour rien.